22 heures sur Télé Djibouti et nous sommes le mercredi 30 avril 2025. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de la soirée au sommaire ce soir. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdessaïd, a tenu une déclaration dans laquelle il rend hommage aux travailleurs djiboutiens à l'occasion de la fête du travail. Également dans l'actualité de ce 22 heures au bord du gouffre humanitaire après 62 jours de siège dans la bande du Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec ce communiqué de la présidence de la République qui annonce la dissolution du Fonds souverain de Djibouti. Par décret datant du dimanche 27 avril, le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a annoncé la dissolution du Fonds souverain de Djibouti. Une dissolution qui met fin aux actions du conseil d'administration du fonds et à la mission de son directeur général. M. Hassan Issa Sultan, directeur général de l'État, est nommé liquidateur du Fonds souverain de Djibouti. Une décision souveraine de l'actionnaire étatique à une exigence de gestion proactive des ressources de la nation. Créé en mars 2020, le FSD devrait accélérer la diversification de l'économie nationale et générer des richesses à long terme en s'appuyant sur des co-investissements dans des secteurs stratégiques structurants tels que l'énergie, l'infrastructure, la santé, la technologie, le tourisme et l'éducation. Les autorités n'ont pu que constater les faibles résultats et termes de création d'investissements productifs. Après 5 années d'existence, il est devenu évident que dans son format actuel, le FSD ne pouvait répondre aux objectifs qui lui avaient été assignés. C'est pour cela que le gouvernement a entamé une réflexion à la mise en place demain d'un outil adapté capable de répondre aux objectifs stratégiques de diversification et de co-investissement nécessaires pour le développement de Djibouti. Enfin, les priorités du gouvernement de Djibouti restent constantes: la croissance durable, l'inclusive sociale, la création d'emplois, le développement des infrastructures, l'ouverture aux partenariats et aux investissements privés. Je vous le disais en titre, cette déclaration faite par le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdessaïd, et c'est à l'occasion de la fête du travail 1er mai de chaque année. Écoutons la première partie. Chers concitoyens, travailleuses et travailleurs, aujourd'hui, comme chaque 1er mai, nous célébrons la fête du travail, une journée emblématique qui rend hommage à la force de travail, à l'engagement collectif et à la dignité des femmes et des hommes qui bâtissent notre pays. Dans un environnement mondial en profonde mutation, marqué par des bouleversements économiques, sociaux et technologiques sans précédent. La thématique retenue cette année par l'Organisation internationale du travail, renforcer la justice sociale par le travail décent, résonne avec une acuité particulière. Elle nous enjoint à considérer que le véritable progrès ne saurait se concevoir sans équité, inclusion et primauté de la dimension humaine. La République de Djibouti, sous l'impulsion éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a fait sienne cette exigence de justice sociale. Notre action gouvernementale s'est matérialisée par des transformations profondes et des réformes structurelles, dont les bénéfices tangibles sont aujourd'hui perceptibles pour l'ensemble des forces productives de notre nation. Au premier rang de cette transformation figure la mensualisation effective des pensions, véritable révolution sociale désormais accomplie. Depuis janvier 2025, notre gouvernement a concrétisé cette réforme fondamentale en matière de protection sociale, assurant la transition définitive vers un système de versement mensuel de pensions de retraite. Cette transformation majeure, qui met fin à des décennies de paiements trimestriels, représente bien plus qu'une simple modification administrative. Elle constitue une authentique avancée sociale qui confère à nos aînés une prévisibilité financière, une sécurité économique
et une dignité renouvelée. Travailleuses, travailleurs, cette réforme, fruit d'une collaboration exemplaire entre notre ministère, la Caisse nationale de sécurité sociale et l'ensemble des partenaires sociaux, illustre notre détermination à concrétiser des changements significatifs au bénéfice direct de nos concitoyens. Dans le prolongement de cette dynamique de transformation sociale et conformément aux orientations stratégiques définies par son Excellence Monsieur le Président de la République, notre département poursuit avec détermination l'ambitieux projet de révalorisation substantielle des pensions minimales. En effet, cette initiative s'inscrit directement dans la vision présidentielle d'une société solidaire où la dignité des aînés constitue un pilier fondamental de notre contrat social. Les mutations profondes du monde du travail imposent en effet une révision fondamentale de notre Code du travail, texte fondateur dont certaines dispositions ne correspondent plus aux réalités économiques et sociales contemporaines. Les travaux préparatoires ont d'ores et déjà permis d'identifier plusieurs axes prioritaires de modernisation, notamment l'adaptation du cadre juridique aux nouvelles formes d'emploi émergentes, la simplification des mécanismes de résolution des conflits du travail, le renforcement des protections contre toute forme de discrimination et l'élaboration des dispositions favorisant et spécifiquement l'emploi des jeunes et des femmes. Ce travail législatif de fond, bien qu'encore inachevé, progresse de manière satisfaisante et s'inscrit dans la continuité directe des réformes sociales précédemment évoquées. Écoutons la deuxième partie de l'intervention du ministre du Travail. Travailleuses, travailleurs, la lutte contre le chômage des jeunes représente un impératif national en continuité de notre action gouvernementale. Un aperçu de l'évolution de l'emploi sur l'année 2024 se caractérise par une croissance notable de l'emploi formel tiré par le boom du transport logistique et du commerce, tandis que des secteurs comme la construction ou certains services enregistrent des contractions après le rattrapage de 2023. Le nombre d'employeurs actifs a également augmenté de plus de 524 employeurs entre 2023 et 2024, principalement dans le commerce, les services et les BTP, signe d'un tissu économique formel en expansion. Ainsi, entre 2023 et 2024, 5 395 emplois ont été créés dans le secteur marchand. En ce qui concerne l'emploi public, 832 embauches ont été enregistrées en 2024. La refonte que nous menons avec détermination s'articule naturellement avec notre engagement constant pour l'emploi des jeunes. En effet, tandis que nous modernisons le cadre juridique pour les travailleurs actuels, nous œuvrons simultanément à faciliter l'entrée de nouvelles générations sur le marché du travail. L'inclusion professionnelle de notre jeunesse constitue non seulement l'aboutissement logique de nos réformes structurelles, mais également un impératif moral pour l'avenir de notre nation. En ce domaine, notre action se déploie avec une intensité particulière et commence à apporter ses fruits. L'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle, véritable fer de lance de cette politique, a considérablement élargi son réseau de partenaires économiques, tissant des relations fructueuses avec de nombreuses entreprises, tant nationales qu'internationales. Ces collaborations stratégiques ouvrent des perspectives concrètes d'embauche pour nos jeunes compatriotes. Les dispositifs d'accompagnement mis en place ont permis à une proportion significative de jeunes diplômés de trouver leur place sur le marché du travail, confortant ainsi notre conviction que l'approche adoptée répond adéquatement aux défis contemporains. Travailleuses, travailleurs, en ce 1er mai, il est impératif de réaffirmer l'importance primordiale de la sécurité au travail.
la préservation de l'intégrité physique et morale de nos travailleurs constitue une priorité absolue. Et il appartient à chacun d'entre nous de veiller à ce que nos environnements professionnels soient exempts de tout danger. Les employeurs se doivent d'instaurer des dispositifs préventifs rigoureux, de fournir des équipements de protection adaptés et de dispenser des formations continues aux bonnes pratiques de sécurité. Quant au personnel, il leur incombe de se conformer scrupuleusement aux consignes de sécurité, de signaler toute situation potentiellement périleuse et d'adopter des comportements empreints de responsabilité. Ensemble, nous devons œuvrer à l'édification d'un cadre où la sécurité ne se limite pas à une simple obligation légale, mais s'érige en valeur cardinale régissant nos actions quotidiennes. C'est par cette vigilance collective et cette solidarité que nous parviendrons à prévenir les accidents et à garantir à chacun le droit fondamental de travailler dans des conditions dignes et sécurisées. Travailleurs, travailleuses, aujourd'hui, Journée internationale du travail, nous pouvons légitimement nous enorgueillir du chemin parcouru. Les réformes entreprises désormais pleinement effectives constituent le socle d'un nouveau contrat social fondé sur la justice, l'équité et la solidarité. Ces transformations profondes n'auraient pu être menées à bien sans l'engagement résolu de l'ensemble des partenaires sociaux que je tiens à saluer solennellement. C'est par ce dialogue social exigeant et constructif que nous continuerons à bâtir un monde de travail digne de nos aspirations collectives. Je rends un hommage appuyé à l'ensemble des forces vives de notre nation, travailleurs du secteur public comme du secteur privé, de l'économie formelle comme informelle, dont le labeur quotidien constitue le fondement même de notre stabilité et de notre prospérité. Vive les travailleuses et les travailleurs de Djibouti. Vive la solidarité nationale. Vive la République de Djibouti. Également dans l'actualité de ce 22h, l'Académie des policiers d'Idriss Farah Abane à Nagad a abrité ce matin la cérémonie de clôture de formation de la 22e promotion de la police somalienne. Cet événement qui marque l'aboutissement d'un programme de coopération internationale engagé depuis plusieurs années entre Djibouti, la République fédérale de la Somalie et la République italienne. Une formation qui a duré 3 mois et a été assurée conjointement par des instructeurs de la police nationale djiboutienne et des carabiniers italiens dans le cadre d'un partenariat stratégique visant donc à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité somaliennes. Ce programme qui s'inscrit dans une dynamique régionale du soutien à la stabilisation et à la professionnalisation des corps de sécurité de la Somalie. Monsieur le ministre.
Eh bien, après l'arrivée du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouh Hassan, accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn, la revue de troupes effectuée par le ministre, accompagné du directeur général également, de la chef de la direction de la police somalienne, le général Ousmane Abdullahi, le commandant du carabinier italien, le général de corps d'armée Massimo Meniti et le directeur de l'académie de police, le lieutenant-colonel Youssouf Omar. Rappelons que la revue de troupes a été marquée par la présence des différentes unités de la police nationale. Cette 22e promotion illustre le succès continu de cette collaboration tripartite qui a déjà permis plusieurs centaines de milliers somaliens d'être formés dans les cadres rigoureux et professionnels. Après donc l'accueil, l'ouverture officielle de cette cérémonie de fin de formation des jeunes recrues de la police somalienne. Cette cérémonie qui marque une étape cruciale dans le parcours de ces jeunes recrues qui, après plusieurs mois d'une formation rigoureuse, ont démontré leur engagement, leur discipline et leur volonté de servir la nation somalienne avec loyauté, courage et professionnalisme. Encadrés par des instructeurs chevronnés, les nouveaux policiers ont été formés aux techniques de maintien de l'ordre, aux droits humains, à la gestion des conflits ainsi que la prévention et la lutte contre le crime organisé. Permettez-moi donc de vous exprimer un salut affectueux. À vous, alignés au jour d'ouïe. Vous avez travaillé dur ces derniers mois, obtenant des résultats extraordinaires. Cette cérémonie célèbre votre sacrifice et vos succès. Vous êtes désormais des unités d'affiche, prêtées à servir la sécurité de vos pays et de vos concitoyens. La mission italienne de formation en Somalie, MIADIT, a fait sa première pas en 2013 sur une base solide d'amitié et de respect. Grâce à la collaboration de notre institution, nous avons atteint la 28e édition, formant un fils en passe de mois et 8100 policiers et gendarmes, dont 3 viennent de Somalie, un pays qui a toujours été un ami de l'Italie et des Carabiniers. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn, s'est exprimé également en ces termes. Aujourd'hui marque une étape significative de vos parcours professionnels et personnels. Nous sommes réunis ici à Djibouti pour célébrer la conclusion de cette formation intensive et rigoureuse qui, je l'espère, vous a doté de compétences, de connaissances et de la confiance nécessaire pour servir à votre distinction des peuples somaliens. Ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez fait preuve d'un engagement sans faille, d'une soif d'apprendre et d'une détermination admirable. Vous avez absorbé de nouvelles techniques, approfondi votre compréhension des lois et des procédures et renforcé votre capacité à faire face aux défis complexes auxquels vous serez confrontés sur le terrain. Formation, la 22e du genre, n'était pas seulement une transmission de savoir-faire,
Elle vise également à cultiver en vous des valeurs essentielles, l'intégrité, le professionnalisme, le respect des droits de l'homme et le dévouement au service public. Ces principes sont le fondement d'une force de police moderne et efficace, une force en laquelle la population peut avoir confiance. Le contexte dans lequel vous allez exercer votre fonction est exigeant. La Somalie est un pays en reconstruction, confronté à de nombreux défis sécuritaires. Votre rôle en tant que policier est donc crucial. Vous êtes les garants de la loi et de l'ordre, les protecteurs des citoyens et les acteurs essentiels de la consolidation de la paix et de la stabilité. Souvenez-vous toujours de la responsabilité immense qui repose sur votre épaule. Chaque intervention, chaque décision que vous prendrez aura un impact sur la vie des individus et sur la société dans son ensemble. Agissez avec discernement, avec courage, mais toujours dans le respect de la loi et de la dignité humaine. Eh bien, cette 22e promotion de jeunes recrues de la police somalienne a marqué une étape importante de son parcours en démontrant avec fierté les compétences opérationnelles acquises lors de la cérémonie de clôture de la formation dispensée dans le cadre de la mission Miadit. Eh bien, à l'issue de cette cérémonie officielle qui s'est tenue donc à la grande salle de l'Académie de police, les participants ont été conviés à un moment de convivialité riche en émotions et en échanges. Écoutons les paroles des groupes folkloriques Gourmet. Eh bien, le chef de la direction de la police somalienne, le général Ousmane Abdullahi Mohamed, a rencontré les jeunes recrues policiers fraîchement formés, cette 22e promotion en l'occurrence. Dans un mot prononcé à l'occasion, le général Ousmane Abdullahi Mohamed a félicité les jeunes policiers pour avoir surmonté les défis inhérents à leur formation et a rappelé l'importance de leur rôle crucial.
dans la sécurité de leur pays. Il a souligné que désormais, membre d'un corps de sécurité en pleine évolution, vous êtes les responsables de l'ordre public. Il faut protéger la population somalienne dans toutes ses dimensions. Monsieur Abdullahi Ousmane Andjiki, qui les jeunes policiers doivent faire preuve de courage, de responsabilité, de discipline dans l'exercice de leurs fonctions. Clôture de la 6e édition de la semaine de langue anglaise organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Fardos Hussein nous en dit plus. Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, en partenariat avec les ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni à Djibouti, ont organisé ce matin une cérémonie de clôture de la 6e édition de la semaine de la langue anglaise, placée sous le thème « Valoriser les apprenants par la langue » et l'innovation. L'événement s'est tenu au Palais du Peuple en présence du ministre Moustapha Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale, de l'ambassadeur du Royaume-Uni et du chargé de la diplomatie publique de l'ambassade américaine. De nombreux responsables du MENFOP ont également assisté à cette célébration. Cette semaine a rassemblé les élèves, enseignants, professionnels de l'éducation et chercheurs issus d'établissements scolaires, notamment des professeurs d'anglais et des formateurs. Ensemble, ils ont mis en lumière l'importance croissante de la langue anglaise dans un monde de plus en plus globalisé. Ce programme riche et varié a inclus des débats, des concours de récitation de poèmes, ainsi que des présentations de recherche et des activités culturelles, le tout en anglais. Un des moments marquants a été la présentation de recherches locales sur des approches pédagogiques innovantes telles que l'étayage et le développement de l'esprit de croissance et d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement de l'anglais. Écoutons à présent le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Des débats passionnés, des pièces de théâtre créatives, des chansons, bien sûr, des échanges entre élèves et enseignants qui témoignent du dynamisme de notre famille éducative. Les clubs d'anglais et les présentations de recherche qui ont animé cette semaine illustrent aussi l'enthousiasme pour cette langue et son appropriation pour la communauté éducative. Mesdames et messieurs, l'anglais est aujourd'hui une langue essentielle pour Djibouti, porte d'entrée de l'économie régionale. Nous avons pleinement mesuré cet impératif et en réponse entrepris d'importantes réformes éducatives, comme vous le savez. Nous avons augmenté les heures d'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Nous avons conçu et distribué de nouveaux manuels adaptés aux besoins de nos élèves, mais également le recrutement d'enseignants d'anglais a connu une progression sans précédent à Djibouti, soutenu par des programmes de formation initiale et continue de qualité. Pour vraiment montrer la progression de l'apprentissage de l'anglais à Djibouti, je pense que les experts le connaissent très bien. On est parti de très loin et là aujourd'hui nous sommes à un bon niveau, bien sûr avec la réforme de l'enseignement de base et du moyen, que nous allons poursuivre également dans les secondaires, parce que Djibouti c'est dit bien sûr un pays plurilinguisme. Ce mercredi 30 avril, une cérémonie officielle s'est tenue à Djibouti à l'occasion du versement du premier lot d'archives définitives historiques du centre hospitalier universitaire. Versement du premier lot des archives définitives du centre hospitalier universitaire au département des archives nationales de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Cet événement majeur marque une première étape dans l'histoire de la gestion documentaire
et archivistique à Djibouti. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdillah. Elle a été ponctuée par 2 allocutions fortes en symbole et en engagement. La cérémonie s'est conclue par la signature officielle de l'acte de réception des archives par le directeur général de l'ANPC et le directeur général du CHU, scellant ainsi une coopération institutionnelle inédite et exemplaire. Ce premier versement d'archives hospitalières constitue un jalon historique dans la construction d'un patrimoine documentaire national, accessible, protégé et valorisé au service de la mémoire collective djiboutienne. C'est un honneur pour moi, aujourd'hui, le CHU de Djibouti, de verser les archives de l'hôpital Pelletier, c'est-à-dire le premier hôpital, je dis bien le premier hôpital du pays, un hôpital qui existe depuis plus de 100 ans, beaucoup d'histoire, beaucoup d'archives. Donc le ministère de la Santé et en particulier les CHU s'engagent vraiment à conserver les archives nationales et à promouvoir la protection de nos archives. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdillah, s'est dit fier de ce premier versement d'archives hospitalières à Djibouti. Pour moi, c'est un plaisir d'être là ce matin, ici, dans cette belle enceinte, la Bibliothèque nationale. Nous versons ce matin l'hôpital général Pelletier, l'ancêtre du CHU de Pelletier, verse ce matin les premiers archives des parcours et de l'histoire en fait de ce grand hôpital qu'est l'hôpital général Pelletier, un hôpital centenaire, le premier hôpital de la République de Djibouti. Cet hôpital qui a vu naître pratiquement tous nos illustres prédécesseurs, tous les cadres qui sont pratiquement présents ici. Pour nous, c'est un réel plaisir parce que en vous versant ces archives, nous vous versons une partie des souvenirs, mais également une partie de l'essence même de nos prédécesseurs qui ont travaillé, qui ont vraiment vécu dans cette institution qu'est l'hôpital général Pelletier. En versant donc ces archives, pour nous, nous suivons d'abord la vision éclairée du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a mis vraiment la conservation et donc les archives de tout notre patrimoine au cœur de sa politique nationale. Pour nous, c'est un honneur parce que nous allons conserver correctement cette mémoire. Cette mémoire sera étudiée, sera lue par les jeunes, la génération de maintenant, parce que c'est en regardant et c'est en étudiant le passé qu'on peut vraiment bien faire le futur et le présent également. Et pour la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, pour elle, cet événement est capital pour la transmission du patrimoine culturel. Tout d'abord à remercier mon collègue, le ministre de la Santé. Le ministère de la Santé est quand même le deuxième département, donc après celui de la communication et télécommunication, puisque nous avons eu la Poste, donc le deuxième, et donc vraiment je tiens à saluer ça, pour le travail fait, pour l'engagement en faveur d'une collaboration interministérielle. Je salue également le travail minutieux de 2 équipes techniques du CHU, de l'ANPC avec son département d'archives nationales et la rigueur qui a permis de préparer et de transmettre ces documents avec la plus grande exactitude. Donc les bordereaux des versements qui va être signé révèlent la richesse de ce fonds avec plusieurs dizaines de registres couvrant près de 4 décennies, de 1951 à 1993, qui documentent les entrées et sorties des hospitalisations, les activités des laboratoires, la radiologie ou encore la gestion financière de la santé publique.
Ce sont des pièces uniques aussi, comme le registre de décès de 1957, ou des albums reliés qui offrent un aperçu tangible des pratiques médicales et administratives de notre pays. Ces archives ne sont pas, comme disait la chef du département archives, des simples documents, Excellence. Ce sont des miroirs de l'histoire et de l'évolution de notre système de santé. Elles serviront aux chercheurs, aux historiens, aux étudiants pour comprendre notre héritage sanitaire et éclairer les politiques, les pratiques présentes et les politiques de demain. Les archives hospitalières sont un pilier de la gestion administrative et des missions humanistes apportant soins et protection aux citoyens. Elles permettent d'assurer la traçabilité des actions de santé publique, de documenter les progrès médicaux et surtout de raconter comment vous vous en sortez dans des périodes de travail très importantes comme lors des épidémies et comment vous garantissez le droit aux patients et aux institutions. Donc je dirais que le département s'engage, c'est un acte qui montre, et ça c'est très important, donc je tiens à le souligner, l'engagement de deux ministères, ce n'est que le début à travailler ensemble pour que l'ensemble des archives sanitaires puissent être versées. Et en nouvelle du monde, Gaza, au bord du gouffre humanitaire après 60 jours de siège total. Le siège total imposé par Israël sur la bande de Gaza entre aujourd'hui dans son 60e jour combiné aux bombardements israéliens qui se poursuivent sans relâche sur l'enclave palestinienne déjà ravagée. En 2 mois, les frappes aériennes, les opérations terrestres et le blocus humanitaire ont transformé l'enclave palestinienne en un champ de ruines. Au moins 38 Palestiniens ont été tués mardi à travers l'enclave, portant le bilan humain à un niveau sans précédent. Selon le ministère de la Santé, 52 365 personnes ont été sur les responsabilités humanitaires d'Israël en tant que puissance occupante, alors que le Qatar et le Royaume-Uni appellent un retour immédiat à la trêve. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, alerte que la solution à 2 États est en danger. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes et bonne fête de travail.